tous. Je remercie tout le monde d'avoir parlé avant moi parce qu'en fait, tout le monde m'a mâché le travail. Et moi, mon truc, c'est la bouche. Donc, le sujet, c'est la bouche, terre d'accueil ou zone de conflit. Parce qu'en fait, à votre avis, la bouche, ça représente quoi? Ça représente quoi pour chacun d'entre nous? Alors la bouche, c'est sur tous les magazines, c'est une parure. C'est une vitrine de la personnalité. Vous voyez tout le monde avec des belles lèvres, des dents bien blanches et sourire éclatant. Voilà, il n'y a pas une page de magazine ou une image dans les médias qui ne présente pas ça. Donc pour beaucoup de gens, la bouche, c'est ça. Et puis la bouche, ça peut être quoi aussi? Un moyen de communication. Là, je suis en train de vous parler, je me sers de ma bouche. Et communication gestuelle aussi, pas seulement que par le verbe. Gestuelle, je peux faire des grimaces, je peux faire la moue, je peux sourire, tout le monde comprend très bien. La bouche, ça va être quoi encore? Ça va être un organe des sens. On sent des choses avec la bouche plus fines qu'avec la pulpe de nos doigts. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, c'est l'organe du goût. Donc, non seulement on goûte les aliments qu'on mange, mais on goûte aussi la vie en général, le goût de la vie. C'est important, le goût de la vie. Et puis la bouche, c'est aussi, alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Parce que je trouve qu'il y a un écho avec le micro. C'est bon avec le micro? C'est moi qui m'entends par... Bon. Donc la bouche, c'est aussi un organe de la posture. Les dents font partie du squelette. Les dents, c'est l'organe le plus dur du corps humain et ils vont servir toute notre vie de référence posturale. C'est-à-dire que quand on va avoir besoin de faire un effort physique ou émotionnel, on va serrer les dents, on va prendre appui sur nous-mêmes pour gérer une situation difficile. Donc c'est hyper important. Et puis pour terminer, la bouche, c'est l'organe de la survie. Porte d'entrée du tube digestif, la bouche. C'est la porte d'entrée de notre intérieur. Et c'est un organe de survie parce que quand le bébé naît et qu'il n'est pas capable de téter, qu'est-ce qu'il va faire? Alors évidemment, vous allez me dire, à l'hôpital, on va lui mettre des perfusions, on va l'intuber. En dehors de tout ça, un bébé qui ne peut pas téter, qui ne peut pas sucer, mais il va mourir de faim. Et si nous, on a une paralysie, si moi j'ai une paralysie de la langue, si j'ai une atteinte du bulbe ou du cervelet et que ma langue ne peut plus bouger, je vais mourir de quoi, à votre avis? De faim. Alors ils vont aussi m'intuber, hein. On va gagner 6 mois. Après, vous mourrez de faim. Donc voilà, la bouche, c'est un organe de survie. C'est la porte d'entrée du tube digestif. Vas-y. De quoi est faite la bouche? Parce qu'on parle tout le temps de la bouche, mais elle est faite de plein d'éléments. Alors d'abord, c'est très dur, on a 2 mâchoires. Il y en a une qui est attachée à la base du crâne, qui ne bouge pas. Une qui est en bas, là, qui bouge sans arrêt, qui est reliée à celle du haut par une articulation, enfin 2, il y en a une de chaque côté, articulation temporomandibulaire, qui est une articulation extrêmement mobile, avant-arrière, haut-bas et droite-gauche. Quand on mastique, on fait plein de mouvements. Et cette articulation-là, par le jeu des chaînes musculaires, elle est directement reliée à la hanche. On a donc des dents, on a une langue, vous voyez, la mienne, elle bouge beaucoup en ce moment, et puis on a des nerfs et des vaisseaux. Vas-y. Écoute, j'y arrive pas. Ah oui, pardon. Et donc voilà, on a une innervation. Alors l'innervation de la bouche, je vous en parle un petit peu parce que c'est très important. On a dans le corps, 12 paires crâniennes, 12 grands nerfs qui régissent tout notre système nerveux. On a un seul système nerveux. Et donc dans la bouche, on a un nerf moteur qui est la 7e paire crânienne et un nerf sensitif qui est la 5e paire crânienne. Il s'appelle le trijumeau. Il y a peut-être des gens qui ont eu des névralgies faciales, des névralgies essentielles du trijumeau. Ça fait vraiment très mal. Eh bien,
les 2/3 de la langue, toutes les dents, toute la gencive, l'intérieur des lèvres sont innervés par ce nerf, aussi la rétine, l'oreille moyenne, une grande partie de la face. Et je ne sais pas si on peut voir. Et donc, ce nerf, toutes les branches sont rassemblées et elles vont, vous voyez, il y a une espèce de truc oblong, là, une espèce de gros pruneau qui s'appelle le tronc cérébral, dans lequel arrivent tous les noyaux centraux de tous les nerfs du corps. Eh bien, tout ce qui se passe au niveau de ce nerf dans la bouche va renseigner tous les autres nerfs du corps. Dans le corps, tout communique, de la tête aux pieds. Tout notre organisme est toujours renseigné de tout ce qui se passe partout. Donc, au niveau nerveux, la bouche va renseigner tout le reste du corps. Et aussi, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, au niveau circulatoire. Quand il y a des problèmes bactériens dans la bouche, pour quelque raison que ce soit, ils vont être, dans certaines conditions, ils vont être repris par la circulation sanguine, parce que là encore, on a une seule circulation sanguine dans le corps, tout se balade partout. Et donc, ce qui se passe dans la bouche, en bien ou en mal, va pouvoir se répercuter sur plein d'autres systèmes, que ce soit un système cardiaque, que ce soit un système digestif. Alors, le système digestif, évidemment, c'est de la rigolade. Et tout le système ostéo-articulaire. C'est vraiment très souvent qu'on a des problèmes ligamentaires, ostéo-articulaires, des inflammations digestives qui sont d'origine dentaire, très très souvent. Donc dans la bouche, on a plusieurs tissus. Les dents, elles sont plantées dans ce qu'on appelle l'os alvéolaire. C'est un os très particulier qui n'a rien à voir avec les os longs qu'on a dans le corps. Cet os, c'est un peu comme du gruyère, c'est un os très labile qui n'existe qu'à cause des dents. Donc si on perd les dents, l'os alvéolaire s'effondre trop doucement, on perd de la substance. Il est recouvert d'un tissu qui s'appelle la gencive, c'est une muqueuse. Et la gencive saine, elle est très très lisse, elle est orange clair, rose clair, en peau d'orange, très tendue. Jamais elle ne saigne, jamais elle est douloureuse. Ça, c'est une gencive saine. Et puis à l'intérieur de tout ça, vous avez la dent qui est plantée, entre guillemets, dans l'os et qui est maintenue dans l'os par l'intermédiaire d'un ligament. Une dent, ça fonctionne comme une articulation. Il y a un petit ligament qui permet d'amortir tous les chocs et qui permet à la dent de bouger quand on mastique, parce qu'on est censé mastiquer. Les dents, elles ne sont pas là pour faire joli, elles sont là pour rendre service, pour fonctionner. Et donc, cette dent, elle est curieusement fabriquée. Comme c'est l'organe le plus dur du corps humain, on a tendance à penser qu'elle est morte. C'est minéral, c'est très très dur, il n'y a pas de vie là-dedans. Eh ben, c'est une grosse erreur. La dent, elle est donc recouverte, la partie émergée de l'iceberg que vous voyez, elle est recouverte d'émail. L'émail, ce sont des phosphates de calcium minéralisés à 99%. C'est un cristal, c'est hyper dur. Mais bon, il y a bien moyen de l'user et de l'attaquer quand même. En dessous, on a la dentine, qui est un tissu nettement plus perméable, qui est très étrange, parce que ce tissu, il est percé de millions de petits tubuli, de petits tubes. On appelle ça les tubuli dentinaires. Il y en a 40 000 par millimètre carré. C'est assez impressionnant. Et à l'intérieur de ces petits tubes, ça fonctionne dans les deux sens. Donc d'abord, la pulpe, donc des vaisseaux et des nerfs qui sont à l'intérieur de la dent, vont être renseignés par ces petits tubuli de toutes les agressions qui se passent à l'extérieur. Donc là, tant que la dent est complètement recouverte d'émail, il ne se passe rien, elle ne sent rien, elle ne souffre pas, jamais. Dès que l'émail est abîmé ou bien que la dent est déchaussée, le nerf, la pulpe, est renseigné. Et donc, toutes les agressions, le chaud, le froid, le sucre, les acides, tout ça, ça va renseigner l'intérieur. Et l'intérieur, lui, à son tour, au cours de la mastication, il va émettre, il va sécréter une espèce de substance qu'on appelle le fluide dentinaire, qui va aller de l'intérieur vers l'extérieur et qui va être
Son rôle, c'est d'être une substance tampon. Il va aller limiter l'acidification de la salive au cours de la mastication. Et alors, dans tous les autres tissus, vous avez donc la langue dans la bouche, donc toujours qui doit être très tonique. Si elle est toute blanche, toute molle, en carte de géographie, vous savez, très creusée et tout, il y a des trucs qui ne vont pas. Et puis, il y a une chose très importante dans la bouche, très très importante, c'est la salive. Alors la salive, ça sert à plein de choses. Donc on a parlé de l'eau tout à l'heure, donc c'est très important parce que la salive, c'est 99% d'eau, enfin même 100% d'eau, c'est de l'eau avec des trucs dedans. Il y en a 1 litre à peu près par jour qui est sécrété par nos glandes salivaires, les parotides, les sous-maxillaires, les sublinguales, sous la langue, et plein de petites glandes qu'on a dans les joues. Eh bien, cette eau, d'où vous croyez qu'elle vient? Elle est fabriquée par notre corps, certes fabriquée, mais je veux dire, l'eau de notre corps, elle est aussi renouvelée tous les jours. Il faut bien qu'on l'ingère, cette eau. Donc, de la qualité de l'eau, avec tout ce qu'il peut y avoir dedans, il y aura beaucoup de perturbations au niveau de la salive. On a découvert très récemment que la qualité de la salive et la maturation des glandes salivaires étaient liées à la maturation sexuelle, aux gonades. Et on sait maintenant qu'il y a des glandes salivaires qui réagissent en fonction du taux de testostérone et d'autres qui réagissent plus volontiers en fonction du taux d'œstrogène. Donc quand on a des perturbations endocriniennes personnelles ou qui viennent de l'extérieur, eh bien on aura des perturbations salivaires. Et la salive, elle me permet de parler là en ce moment. Elle a un rôle de lubrification. Si j'en ai pas, vous imaginez le frottement de ma langue, le frottement des lèvres contre mes dents, mais tout serait collé, scotché, je pourrais même pas parler. Ou bien alors, il y aurait des brûlures insupportables. Il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Gougerot, qui se traduit par une diminution de la sécrétion salivaire et de la diminution des sécrétions lacrymales. C'est une épouvante pour les gens qui souffrent de ça. Tout est brûlé, ils souffrent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc la salive comme lubrifiant, hyper important. Donc il faut boire, hein. Surtout buvez dans la journée, mais buvez pas n'importe quoi. Et puis, boire de l'eau, hein, j'entends. Et puis la salive, elle a aussi un autre rôle, c'est qu'elle contient 750 millions de micro-organismes par millilitre. Et ces micro-organismes, des bactéries, des microbes, des virus, vont servir, ils vont avoir un rôle antiseptique. Vous savez, dans le temps, quand on avait une petite plaie, on crachait dessus, et puis il y a toute une légende, cracher sur les blessures. Mais c'est une légende, certes, mais ça a quand même de bonnes raisons d'être. Ça contient des mucines, ça contient des tas de choses intéressantes qui sont antibactériennes. Et puis, ça contient des enzymes qui sont hyper intéressantes, des amylases, des protéases, qui vont permettre de briser les chaînes protéiniques pendant la mastication. Pour que la salive agisse et fasse son rôle de prédigestion, il va falloir lui donner un petit peu de temps. Si vous avalez une cuillerée de purée, par exemple, vous avez une cuillerée de purée, vous la mettez dans votre bouche, un coup de langue, la purée a disparu, croyez-vous qu'il y ait de la salive qui soit allée dedans? Un petit peu, mais très 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 peu. Donc le rôle de prédigestion de la salive, il est absolument nul. Donc pour que la salive elle puisse jouer son rôle, il va falloir lui donner quelques secondes. Et donc il va falloir qu'on mastique. Or on ne mastique pas d'aliments mous, par définition. On ne mastique que des aliments qui ont une certaine consistance. Donc le rôle de la salive est quand même, à mon avis, essentiel dans la bouche. La qualité et la quantité de salive. S'il n'y a pas assez de salive et si on mange des aliments trop cuits, tout mous, qu'est-ce qui va se passer? Riche en hydrates de carbone, en sucre, on parlera du sucre tout à l'heure. Eh bien en fait, on va avoir il va se produire un truc dans la bouche qu'on appelle la plaque dentaire. La plaque dentaire, ce sont des bactéries qui vont se lier avec des résidus alimentaires. Elles vont se coller entre elles, elles vont se coller sur la dent. Et grâce à une substance qu'on appelle le dextran,
Et donc, ça va faire un dépôt blanchâtre, bizarroïde, qui se dépose au ras de la gencive. Là, vous voyez, sur la partie gauche, on voit de la plaque dentaire minéralisée, et on appelle ça le tartre. Et si vous regardez bien la gencive, au-dessus, ça c'est vu par en haut, hein, au-dessus, eh bien, en fait, la gencive, elle est rouge foncé, elle est un peu brillante, elle est gonflée. Ça, ce n'est pas une gencive saine, hein, c'est une gencive enflammée. Parce que qu'est-ce que ça fait, la plaque dentaire ? Eh bien, la plaque dentaire qui se colle sur les dents, elle va provoquer, les bactéries vont libérer des toxines, et donc elles vont acidifier la salive, et elles vont provoquer une mise en solution des minéraux de l'émail. Donc ça va être le processus de mise en place de la carie. Mais aussi au niveau de la gencive, il va y avoir, ces mêmes toxines vont provoquer une inflammation, un phénomène inflammatoire. Qui dit inflammation dit rougeur, douleur, saignement, œdème, gonflement. Donc elle devient toute rouge, violacée, gorgée de sang. Elle devient douloureuse, ça saigne, elle se décolle de la dent. Si l'inflammation est importante, eh bien en fait, puis qu'elle dure longtemps, elle va toucher l'os qui est en dessous. Comme cet os alvéolaire, il est un peu spécial, il n'aime pas du tout l'accélération de la circulation du sang, il n'aime pas l'inflammation, lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va, déminéralisation, perte osseuse, et on se retrouve avec des dents qui commencent à bouger, qui se déchaussent. Cette plaque dentaire-là, elle est redoutable, parce que, en fait, les bactéries qui sont dedans, il y a beaucoup de streptocoques là-dedans, ils adorent les hydrates de carbone, ils adorent le sucre. Plus il y en a, plus elle est importante. Alors, ce que je cherchais tout à l'heure dans mon sac, c'est la brosse à dents. Parce qu'en fait, au royaume de la technologie révolutionnaire, hyper sophistiquée, avec toutes les machines et tout, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé grand-chose pour retirer cette fameuse plaque dentaire. Donc, on en est toujours, rotative ou pas rotative, on en est toujours au brossage. Et on est obligé de brosser pour retirer cette plaque. Il y a un autre moyen, quand même, hein, c'est de changer d'alimentation. La plaque, elle se dépose surtout quand on mange mou. Si vous mangez une pomme, ou si vous mangez des carottes crues, ou du chou dont parlait le docteur Dassonville, ou Maria Anna, si vous mangez des choses qui sont dures, consistantes, la mastication, le broyage de ces substances-là va utiliser l'architecture des dents. Je ne sais pas si vous voyez le dessin de cette canine. Eh bien, en fait, c'est tout arrondi, c'est tout fluide, tout glisse dessus. On appelle ça une architecture déflectrice. La nature est tellement bien faite qu'ils nous ont conçu des formes de dents qui font que si on mange, si on mastique vraiment et si on a une alimentation suffisamment dure, il n'y a quasiment pas de dépôt dans la bouche, il n'y a quasiment pas de plaque dentaire. Quand la plaque dentaire se dépose sur la dent, donc elle va attaquer l'émail, au stade 1, on va avoir une mise en solution des minéraux de l'émail. Au stade 2, l'émail a été transpercé. L'émail, il fait environ 1 mm, 1 mm 2 d'épaisseur. Ça laisse quand même quelques mois, mais bon, ça va quand même assez vite. Au stade 2, ça attaque le tissu qui est en dessous. Comme il est plein de petits tuyaux, plein de petits tubes, les bactéries, elles s'enfilent dans les petits tuyaux et ça va vraiment très très vite. Et là, ça renseigne la pulpe qui est à l'intérieur et on commence à avoir des sensibilités au chaud, au froid, au sucre, au vinaigre, au citron. Voilà. Au stade 3, la pulpe est atteinte et la pulpe, elle va s'enflammer. Alors, je vous ai déjà dit, inflammation égale gonflement, égale œdème. Seulement, à l'intérieur de la dent, c'est un canal qui est étroit, qui ne peut absolument pas supporter l'œdème. Donc, ça fait très très mal, c'est ce qu'on appelle la rage de dents. Et quand le nerf s'est bien excité, il a bien fait mal, que les vaisseaux ont essayé de gonfler et que leur gonflement est limité, eh bien, en fait, il se produit ce qu'on appelle une mortification des fibres sanguines, une putréfaction. Tout ça, ça se mortifie à l'intérieur. Les bactéries envahissent tout ce qui était vivant, et puis elles sortent de la dent, elles vont dans le ligament et elles vont dans l'os. Et là, dans certaines conditions, la circulation du sang,
va s'emparer des bactéries qui sont donc sorties de la dent, vont les véhiculer partout dans le corps. Et on se retrouve dans la situation dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut faire des endocardites, des problèmes cardiaques, des problèmes digestifs. Parce que, imaginez, problème digestif, imaginez vous mangez un truc super bien, vous avez acheté, c'est tout bio, tout cru, plein d'oméga 6, plein de choline, plein de choses, c'est l'alimentation idéale. Seulement, votre gencive, elle est complètement enflammée, ça saigne, vous avez de la plaque dentaire, vous avez une carie avec des dents qui vous font mal, il y en a déjà même plusieurs qui sont parties, il vous en manque plusieurs, et puis vous avez une dent qui est infectée. Donc vous mangez de la super alimentation que vous ne mastiquez pas, parce que en fait, comme vous avez un peu mal partout et que ça saigne, vous ne mastiquez pas. Donc la prédigestion n'est pas faite, mais vous avez en plus des bactéries, vous avez du sang, vous avez les toxines de la plaque alimentaire, tout ça dans votre alimentation. Elle n'est pas mastiquée, la prédigestion n'est pas faite. Ça arrive dans l'estomac, qui se dit « oh là 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 là, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?» Donc il s'affole, il secrète vite des sucs gastriques, le pH descend à toute allure, donc pauvre estomac, il est hyper fatigué, puis hyper douloureux, brûlure d'estomac. Il ne va pas faire le boulot qui aurait dû être fait dans la bouche. L'estomac, il va faire le maximum, mais il ne peut pas faire et le boulot de la prédigestion en bouche et le sien. Donc vous avez des aliments pas bien digérés, pas bien dissous, pas bien dilacérés, qui arrivent dans le, qu'est-ce qu'il y a en dessous, l'intestin grêle. Et donc, l'intestin grêle, il va arriver ça, donc du sang, de la plaque dentaire, des aliments pas bien dilacérés. Donc il va y avoir une espèce d'inflammation chronique des parois intestinales, augmentation de la perméabilité intestinale, et il va se retrouver dans le sang des choses qui n'ont absolument rien à y faire. Alors que quand on mange, quand on se nourrit, c'est pour quoi faire ? À quoi ça sert de manger ? C'est la question que posait Marie-Anna tout à l'heure. À quoi ça sert de manger ? Manger, ça ne sert pas qu'à faire la fête avec les copains. Ou manger, ça ne sert pas qu'à faire la pause pour sortir du boulot et puis avoir une demi-heure de pause. Manger, ça sert à récupérer des nutriments, des éléments indispensables pour notre vie physique, pour nous faire des cheveux, pour nous faire de la peau, pour guérir une fracture, pour guérir une blessure, pour guérir un cancer, pour récupérer de l'énergie, pour vivre. Ça sert à ça, l'alimentation. Donc il est vraiment important que l'alimentation soit non seulement de bonne qualité, mais qu'elle passe par des endroits, puisque la bouche c'est la porte d'entrée du système digestif, passe par des endroits qui soient impeccables, vraiment en très bon état. Quand il vous manque des dents, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis ce petit schéma, eh bien en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous regardez comment c'est fait, c'est mécanique, on ne peut quasiment pas broyer d'aliments dans des conditions comme ça, c'est pas possible. Donc, dans un cas comme ça, on mange quasiment tout mou. Alors c'est là où je voudrais vous parler du sucre, des sucres. C'est vrai, tout le monde a dit que l'alimentation, notre alimentation moderne, elle est très très riche en hydrates de carbone, il y en a partout. Et l'acidification dans la bouche, elle n'est pas directement proportionnelle à la quantité de sucre ingérée, à la quantité de sucre elle-même. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que le processus de déminéralisation, il était vraiment aggravé dès qu'on rajoute des farines avec les sucres. Donc tous les aliments composés, et en fait il y a des sucres et des farines partout. Dès qu'on consomme des aliments composés, c'est dramatique parce que le processus acidifiant, il est vraiment à son maximum. Donc c'est vraiment grave. Il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un médecin, un pédiatre qui était à La Chaux-de-Fonds. Et il s'appelait Max-Henri Béguin, comme le sucre. Et ce monsieur, il soignait une population rurale qui était absolument exempte de caries. Il n'y avait pas de caries. C'était des gens qui mangeaient les produits de la ferme. Pas de problème. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on goudronne les routes, on goudronne les chemins. Les gens, ils commencent à se déplacer, ils sortent de leur vallée, ils vont faire leurs courses et ils reviennent avec du sucre blanc et des produits raffinés.
Et là, en quelques années, les gamins, ils ont des caries partout. Et donc lui, c'était quelqu'un vraiment qui s'intéressait à l'alimentation. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Alimentation saine dans Seine ». Eh bien, ce monsieur, il proposait aux gens de consommer du sucre complet de canne à sucre. Et ce sucre complet de canne à sucre, il est quand même très intéressant parce qu'on a parlé beaucoup des vitamines et tout ça. Eh bien, pour 100 grammes de sucre complet de canne à sucre, on a de 1000 à 2900 mg de sels minéraux, alors que dans le sucre blanc, il y en a de 30 à 50 mg. Donc du potassium, du magnésium, du calcium, du phosphore et du fer. Vous savez quand même que les sels minéraux, c'est la base de notre structure minérale, comme le nom l'indique. Donc tout ce qui est osseux, tout ce qui est dentaire, mais pas seulement, la structure minérale, elle est partout, dans toutes nos cellules. On a absolument besoin de sels minéraux, c'est indispensable. Et puis des vitamines. Alors dans le sucre complet, il y a de la provitamine A, de la vitamine B1, de la vitamine B2, de la B6, des nicotinamides, du pantothénate de calcium et de la vitamine C. Vitamine C, c'est super intéressant. Il y avait dans le temps, quand les gens partaient en bateau, ils avaient tous une grave maladie qui s'appelait le scorbut. Et ben, c'est une avitaminose C catastrophique. Et quand moi, je vois au cabinet dentaire des gens qui ont des maladies de gencives avec des inflammations qui sont difficilement résorbables, eh bien, on fait une petite enquête et les gens sont en avitaminose C chronique. Chronique. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ça. Et alors, au niveau des vitamines, bah, le sucre blanc, c'est non seulement peanuts, j'allais dire, mais zéro. Zéro, 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 zéro. Donc, non seulement c'est un truc qui est dramatique, le sucre blanc, mais en plus, je veux dire, il apporte rien. C'est quelque chose... C'est pas un aliment, c'est je sais pas quoi. Donc le sucre, c'est vraiment un sujet... Bénédicte d'Assonville a parlé du sucre, il a dit que vraiment c'était quelque chose à supprimer en cas de cancer, mais c'est une substance, sucre raffiné, à bannir de nos placards, de nos vies. Et donc, la mastication. Je veux vraiment vous parler de mastication parce que donc, cette mastication, elle va donc permettre la prédigestion des aliments. Cette prédigestion, elle est indispensable à la bonne santé. Notre système digestif ne peut pas fonctionner correctement si on ne la fait pas, cette prédigestion. C'est une étape indispensable. Comme je vous l'expliquais, si elle n'est pas faite, les autres organes du système digestif, ils se retrouvent avec un boulot à faire qui n'est absolument pas le leur. Donc on devrait mastiquer les aliments qui devraient avoir une consistance. Pour mastiquer, il faut avoir quelque chose à mastiquer. Hein. Café au lait, croissant le matin. Le midi, qu'est-ce qu'on peut manger le midi? Je ne sais pas moi, une quiche Lorraine avec une crème sucrée, hein, petit yaourt, petite crème sucrée, et le soir de la soupe en boîte avec une pâtisserie, par exemple. Ça, c'est chez beaucoup de gamins, quand je vois arriver beaucoup d'adolescents, voilà à peu près ce qu'ils consomment. Sauf qu'ils me disent quand même qu'ils mastiquent parce que le midi, ils mangent un sandwich au pain blanc avec... et puis une boisson sucrée, bien entendu. Hein. Boisson, je ne vais pas citer de nom, mais vous savez, les boissons jaunes ou oranges ou marron avec des bulles. Et des fois, ils ne boivent pas d'eau de la journée. Pas d'eau. Ils ne savent plus du tout ce que c'est que l'eau. Eh bien, cette mastication, elle est indispensable. Donc, il faut des aliments crus, si possible, de bonne qualité, si possible. Il faudrait les mastiquer au moins 20 secondes. Alors, vous allez me dire, 20 secondes chaque bouchée, c'est vraiment long. Bon. Alors, 15 secondes, déjà, c'est pas mal. Hein. Et cette mastication, elle a un autre intérêt, c'est que par voie réflexe, elle va prévenir l'estomac que quelque chose va arriver chez lui. Et donc l'estomac, il commence à sécréter ses sucs gastriques. Et donc comme ça, quand l'aliment va arriver dans l'estomac, il n'y aura pas de surproduction d'acide. Parce que vous savez que le pH de l'estomac, il peut descendre jusqu'à 2,3 des fois. C'est vraiment très bas, c'est hyper acide. Donc là, il est prévenu.
Et puis en plus, il y a des études japonaises qui se sont penchées sur le système. Il y a un médecin que probablement tout le monde connaît, c'est David Servan-Schreiber, qui a écrit pas mal de livres. Et dans ses livres, il parle de la libération d'endorphines provoquée par le sport. Ça donne un sentiment de bien-être. Et bien, les Japonais, ils ont planché sur la mastication comme sport. La mastication, quand on mastique, on va mettre en jeu tous nos muscles, des joues, du temporal, de l'occipital, du dessous de la langue, de la gorge. Quand on mastique, tout ça, ça travaille. Eh bien, ils se sont aperçus qu'on libérait des endorphines en mastiquant. Et donc, qu'une bonne mastication au cours du repas va provoquer une sensation de bien-être. C'est pas négligeable, moi, je trouve. C'est pas négligeable du tout. Et en conclusion de mon petit speech, j'ai fait une constatation, c'est qu'on passe beaucoup de temps à s'occuper de l'entretien de l'extérieur de notre corps. Dans tous les magasins, il y a plein de shampoings, il y a plein de produits de beauté, il y a plein de produits de douche, de savon, de machin, de trucs, des vernis à ongles, des trucs pour changer la couleur des cheveux, des tas de trucs. Vraiment, c'est les vêtements, tout ça. Mais il y a très peu de choses qui sont consacrées à à l'entretien de l'intérieur de notre corps. Donc là, aujourd'hui, on n'a parlé que de ça, quasiment. Pierre a parlé de la pollution extérieure, nous, on parle de la pollution intérieure, mais la pollution intérieure, on pourrait limiter cette pollution intérieure très, très, très facilement. Par exemple, manger bien, certes, mais au moins que cette bouche, cette porte d'entrée du système digestif, elle soit aussi en excellent état, qu'on ait tous des dents soignées, toutes en place, toutes présentes. C'est important que les dents soient toutes présentes. Alors si ce n'est pas les vôtres, qu'au moins ce soit remplacé, que cette bouche soit complètement fonctionnelle, que la gencive soit en bon état, que la langue soit en bon état, que tout ça soit fonctionnel. C'est, à mon avis, l'idéal, voilà, une des choses capitales, parce que il n'y a pas de bonne santé s'il n'y a pas de bonne santé bucco-dentaire. Ça n'est pas possible. Je vous remercie de votre attention.